Les sequenze occupent dans la production de Luciano Berio une place prépondérante et couvrent la majeure partie de son œuvre. On compte à ce jour 13 sequenze, depuis la première pour flûte en 1958 à celle pour accordéon qui date de 1995. Avec le titre de sequenza, dit Berio, je voulais surtout mettre l'accent sur le fait qu'il s'agissait en premier lieu d'une suite, d'une séquence de chants harmoniques, et cela est commun à presque toutes les sequenze, dont surgissent avec un maximum de caractérisation les autres fonctions musicales. Bien que majoritairement écrites pour des instruments monodiques, elles exploitent une forme particulière de polyphonie, ou du moins une simultanéité des événements. Simultanéité non réelle, mais provoquée par la rapidité d'enchaînement d'événements contrastés, comme on le verra dans la sequenza 9B pour saxophone alto, composée en 1981. Luciano Berio commente de la façon suivante dans son studio à Florence la genèse de la sequenza 9B. J'avais un projet pour clarinette seule et ordinateur. Et ça m'intéressait de développer une espèce de hybridisation spectrale entre la clarinette et la voix humaine. Mais il y avait deux difficultés. Une, c'est que le timbre de la clarinette ne se prête pas facilement à cette manipulation, à cet changement, hybridisation, si vous voulez. Et aussi à l'époque, il n'y avait pas des ordinateurs, petits ordinateurs assez rapides. Que je voulais avoir une pièce avec une soliste sur la scène, avec un petit ordinateur caché, et on entendait le son de l'instrument qui se transformait continuellement. Alors j'ai renoncé, j'ai pas transcrit parce que c'est presque la même chose, identique, la séquence 9 pour saxophone alto sax. L'idée d'une suite de chants harmoniques est mise en œuvre dans la sequenza 9B par la prise en compte de l'idée de mémoire. Pour qu'une succession de sons acquiert une valeur harmonique et s'inscrive en mémoire, il est nécessaire de répéter certains éléments caractéristiques. Observons la mise en œuvre de ce principe dans la première phrase de la sequenza. Peu de notes dans cette séquence mélodique qui privilégie les récurrences. Les deux premiers sons, écrits Do, Ré, sont redonnés peu après dans l'ordre inverse. Les deux sons suivants, écrits Fa dièse Fa, sont traités de façon identique. Un son écrit Do dièse, d'abord isolé, sera ensuite associé aux deux premiers sons déjà vus, Do, Ré. Enfin, la permanence d'un son écrit Si à la même hauteur est facilement identifiable. Ainsi, cette première phrase contient-elle une succession mélodique qui, grâce aux répétitions habilement distribuées, prend valeur d'une harmonie de 6 sons que la mémoire enregistre en tant que telle par le fait des répétitions. La même démarche peut être constatée à partir des cellules rythmiques, elles aussi limitées en nombre et très caractérisées. Tout d'abord une formule pointée, puis 2 croches, enfin une valeur de triolet. Cette façon de concevoir une distribution irrégulière entre des sons et des figures rythmiques dès la première phrase, un même son n'étant pas systématiquement associé à la même figure rythmique,
est exploité peu après lorsque Berio travaille sur une même séquence mélodique, utilisant les figures rythmiques déjà vues et présentées différemment. Après le premier énoncé de cette nouvelle séquence, et telle une roue qui tournerait sur elle-même, le deuxième énoncé commencera par le deuxième son et terminera par le premier. Le troisième énoncé commencera par le troisième son et terminera par le deuxième, et ainsi de suite, la séquence mélodique pivotant sur elle-même en une permutation circulaire, provoquant une double sensation de répétition et de différence. Il s'agit toujours du même chant harmonique, mais jamais présenté de façon identique grâce au déplacement des figures rythmiques. C'était excellent, excellent. Mais tu as respiré? Oui. J'arrive pas. Tu n'arrives pas à ne pas respirer. Parce que même si tu respires, il faudrait sembler la voler, cette respiration. Enfin, respirer ou faire comme si c'était... Imagine quand même que ça a été écrit au départ pour, théoriquement, un instrument qui est travaillé électroniquement pour transformer son timbre. Donc avec une idée peut-être de réinjection de musique comme ça qui tourne, qui n'est pas jouée par un instrument tout seul, un instrument monodique. Un instrument qui a plusieurs têtes, on pourrait dire. Hein. Donc là, si on peut... Voilà, écourte-le un peu. Toujours le phénomène de la surprise. Rien de prévisible. Hein. Si vous respirez après une longue phrase, après une longue tenue, c'est banal. Vous imposez une phrasée qui n'est pas là. Alors, vous renforcez un sens d'une phrasée que je veux pas qu'il soit là. Il faut voler la souffle en cachette. Tout à fait immobile. Hein. Pensez à jouer un peu à la japonaise, quelque part. Tu as vu des ensembles japonais jouer? Quelques-uns. Oui. Alors, ils jouent comme ça, avec une énergie considérable, parfois sans manifester visuellement aucun mouvement. C'est un peu ce type de jeu. C'est pas une chose qu'on peut régler en 2 minutes. Et puis tu n'es pas, oui, ça va plus te gêner du point de vue de l'interprétation. Tu vas peut-être pas être à l'aise, mais peut-être que tu peux y penser chez toi, jouer le dos au mur pour éviter de montrer, comme on disait tout à l'heure. Maintenant, on peut reprendre sur l'anacrouse avancée.
Très bien, très bien. Alors dans ce passage-là, moi ça ne me dérange pas du tout que tu bouges. Oui. Tu peux même bouger plus. Mais à la limite, j'aimerais même que ça bouge plus à l'intérieur du son. C'est typiquement le passage qui est une mémoire du jazz. Ça. En fait, les accents sont peut-être suffisants, mais ce qui est peut-être un peu trop, c'est ce qui occupe trop de place, c'est ce qui n'est pas accentué. Oui. En plus, j'en ai rajouté quelques-uns des accents. Oh oui, bon, à la limite, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais on pourrait imaginer que le rythme perçu par l'auditeur n'est pas ce qui est écrit, mais plutôt l'auditeur entend une pulsation qui change. Suivant les accents qui Voilà. sont marqués. Donc, donner l'impression que, alors que personnellement, intérieurement, tu as une pulsation stable. Et c'est peut-être le secret, l'un des secrets pour jouer, pour gagner l'instabilité de cette œuvre, c'est au fond avoir à l'intérieur quelque chose de tout à fait stable et dans cette stabilité, déphaser tous les phénomènes stables et créer ainsi l'instabilité par le jeu des accents ou des nuances inversées. Le saxophone est marqué par son histoire. Par exemple, la présence du jazz dans le développement du saxophone était très importante. Et c'est pour ça que, dans la transcription pour le saxophone, cette mémoire du jazz, ça sort avec le saxophone, mais pas dans la clarinette. Et j'aime beaucoup quand dans un instrument, on ouvre le tiroir, on voit le passé de l'instrument. Et j'aime beaucoup de les traiter, de composer avec le passé de l'instrument. Bien, je ne veux pas te laisser te fatiguer trop. Tu peux peut-être contrôler l'intervalle justement pour avoir le si pas trop haut. L'intervalle, le si est un tout petit peu haut. Et d'ailleurs, du point de vue intonation, on aborde une chose un petit peu délicate dans cette œuvre, c'est que surtout si on joue dans une acoustique assez réverbérante, on entend très bien les différentes couches. Les notes qui reviennent comme ça. C'est une musique mobile, mais finalement, ce sont les mêmes notes qui reviennent, les mêmes chants. Et donc l'oreille, la mémoire joue beaucoup. L'auditeur entend très bien les tuilages d'une note à l'autre, même si beaucoup d'événements se sont passés entre. Donc, faut que toutes les notes soient être à la assez même sensible, hauteur, oui. Même si c'est dans des nuances assez opposées. Bon, c'est très bien, très bien, mais peut-être que tu pourrais arriver à cette couleur-là un peu plus tard. Vous aimez ce qui vous résiste quand vous le composez, ce qui résiste à l'interprète. C'est une chose qui fait partie de votre façon d'être musicien. Plus que résistance, je l'appellerais recherche. N'importe quel genre de tout ce qu'on fait. S'il n'y a pas une côté de recherche, ça ne vaut pas la peine de faire les choses. Même pas seulement dans la musique, dans tout ce qu'on fait. Même dans l'amitié, dans nos rapports humains. Et alors, ce n'est pas pour le goût de poser des problèmes aux musiciens, mais
une œuvre qui a un sens musical doit poser certains problèmes musicaux et qui peut-être vont secouer un peu les habitudes de l'interprète. Mais aussi l'interprète intelligent, celui qui aime être mis à l'épreuve. J'ai entendu peut-être une chose qui m'intéresse, c'est le fait que tu ne joues pas ce qui est écrit, et que je trouve très bien. C'est-à-dire qu'au fond, Berio indique un groupe rapide, Oui. le plus rapide possible, une noire, donc pendant un temps, on peut jouer autant de fa aigu. Et toi, tu joues plutôt un accéléré. Oui. Mais ça, personnellement, je trouve ça très très bon, dans la mesure où la valeur de ce groupe, c'est seulement de préparer l'accent. Et c'est peut-être là où on peut améliorer les choses, c'est que l'accent doit apparaître comme vraiment l'élément essentiel. D'accord. Cette note répétée, c'est un peu comme une météorite, hein, c'est pas une note ta 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 ta, c'est pas vraiment, le but n'est pas de répéter la note, c'est plutôt l'ornementation du son qui est intéressante, le fait de transformer sa couleur. Oui. Peut-être utiliser le double détaché, non, non. Tu peux éventuellement, effectivement, utiliser le double détaché, actuellement tu le joues en simple. Oui, là je faisais en simple. Mais c'est vrai que le double permet une accélération plus importante. Et dans tous les cas, que tu le joues en détaché simple ou en détaché double, que le détaché soit extrêmement doux, rebond. C'est très intéressant parce que très souvent, comme ça, Berio installe quelque chose avec beaucoup de véhémence et affirme quelque chose de manière définitive et finalement s'en échappe par un rappel du champ harmonique comme ça et c'est fini, ça s'évapore, quelque chose qui a été dit avec tant de conviction part en fumée. Et ça, c'est peut-être pas aussi, ce n'est pas aussi clair peut-être, parce que c'est justement cette manière de partir en fumée est peut-être un peu trop concrète. Est-ce que tu peux reprendre il s'agit peut-être de diminuer un petit peu plus, rapidement. Oui, laisser aller. Oui. Affirme. Alors, si tu veux partir de manière plus surprenante, il faut aussi avoir affirmé davantage avant. Peut-être ne diminue pas autant le trémolo.
ça m'intéressait dans cette œuvre de donner l'idée d'une improvisation. Comme c'était une chose spontanée. C'est pour ça que je veux que le tempo ne soit pas rigide, éviter toutes sortes de bureaucratie de lecture. Et il y a deux autres références au jazz, mais ça c'est une générale qui m'a intéressé. En effet, quand un exécutant s'installe dans l'œuvre, dans sa perspective, c'est bien, ça change beaucoup. Il y a quelque chose qui s'introvertit là. Et l'instabilité dans l'œuvre, elle est vraiment autour de ces deux axes-là. Des passages extrêmement extérieurs, où on hurle, et des passages où on se parle à soi-même, où je dirais on parle presque, on articule peu. Et c'est le sens de ces bisbigliando, où la mélodie elle s'épuise tellement que finalement elle tourne tellement sur elle-même qu'on est sur la même note. On joue la même note et on la chante sans pouvoir la quitter, en marmonnant un peu comme ça, sans direction, sans énergie. Mais alors, sans énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, d'un point de vue, parce que bon, on peut l'enregistrer, mais on peut, quand on joue en concert, peut-être éviter d'être trop actif. C'est de perdre l'énergie. Il faudrait, quand tu joues, que tu imagines que tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer après. Le sens de l'improvisation est omniprésent. Trop gentil, pas tout à fait assez mis en scène, mais très bien. Instrumentalement parlant, c'est bien. Mais un peu instrumentiste devant une partition. Pourquoi est-ce que Berio demande à ses musiciens de jouer par cœur? C'est tout simplement pour ça, pour essayer de retrouver sur scène une espèce de fantaisie, de recherche, quelque part d'insécurité. Il faut vraiment être toujours avoir l'impression qu'on ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire ensuite. Une espèce d'improvisation comme ça en direct. La première raison que je demande de faire par cœur quand on fait toutes les séquences, c'est à cause de la vitesse. Sinon, si chacun a son pupitre, il y a 13 pupitres sur la scène, je dois placer la partition. Si on fait ça dans un concert, il y a 2h15 de musique, plus ou moins. Alors on ne peut pas faire un concert qui dure 3 heures. Alors ça, c'est une raison pratique. Aussi, la vitesse d'enchaînement permet disons, entendre les différences et les relations, les choses communes entre les séquences. Alors, comme ça, le concert de séquence, ça devient une forme musicale, si vous voulez. Pas en gardant l'ordre chronologique des choses, comme je l'ai composé, mais en changeant l'ordre, exactement pour essayer de donner une forme au concert avec la totalité des séquences.
Et aussi, quand on apprend quelque chose par cœur, on l'a assimilé complètement. On se pose des problèmes qui sont justes, qui vont en profondeur. La séquence pour saxophone, c'est même beau de la voir. À ton avis, que pourrais-tu améliorer pour qu'on n'ait pas cette perception tranquille? Mettre peut-être plus en valeur aussi le phrasé de cet endroit. Il y a peut-être un accent sur, par exemple, cette note-là, le fa dièse. Oui. Exagérer l'accentuation, exagérer le phrasé, faire comprendre. Berio est italien. Et on parle avec les mains. Il faut parler là. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai bien réalisé. Oui, ça commence. Tu commences à parler italien. La relation entre instrument et voix, cette langue, c'est très complexe, très belle aussi, qui n'a jamais été étudiée à profondeur. Et le saxophone, c'est un instrument français, évidemment, comme le bois, comme la clarinette, à cause de la langue aussi. J'ai une petite théorie, c'est que chaque groupe linguistique a produit ses propres instruments. En Italie, on a développé les grandes écoles de violon, de flûte, il y a eu les castrati aussi, avec la résonance moyenne de la langue italienne est l'aigu, vers l'aigu. Celle française, évidemment, c'est nasal. On ne peut pas disputer sur ça, c'est nasal. La résonance, alors, hautbois, clarinette et saxophone. La langue slavique allemande sont graves. Alors ils ont développé tous les tubas, tous les trombones de l'orchestre. Toujours plus caractéristique. Et ce tri tenuto, un peu comme s'il venait déjà d'ailleurs, tu le remarquerais d'ailleurs dans le récit, c'est ces trilles qui tiennent à l'orchestre, pendant que le soliste est déjà sur autre chose. C'est un petit peu comme si on créait nous-mêmes notre propre caisse de résonance, qu'on envoie comme ça des informations qui vont continuer à résonner, et puis on part sur autre chose. Ce sens de la polyphonie qui est ici absolument essentiel. Il y a une certaine variété de différences, mobilité d'emploi de l'instrument qui se rattache à mon projet original de séquence, c'est-à-dire avec un instrument seul, monodique, de suggérer une écoute polyphonique. Comme vous savez, une fois, dans la musique baroque, on pourrait écrire une fugue pour flûte seule, parce qu'il y avait un code, les sujets, les contre-sujets, un code universel, tout le monde le connaissait, alors simplement une ligne mélodique peut évoquer une forme polyphonique. La polyphonie dans la sequenza 9b est assurée par des figures qui jouent le rôle de véritables signaux. En effet, de nombreux éléments qui jalonnent la partition apparaissent d'abord isolément, puis regroupés de façon plus serrée, comme si plusieurs saxophones jouaient chacun l'une de ces figures et les enchaînaient rapidement. Retenons 3 figures particulièrement importantes. Une première figure rapide et fugace qui se glisse dans une séquence étrangère. Elle prend progressivement de l'importance au point d'envahir le discours.
Une deuxième figure consistant en une simple oscillation sur 2 notes. Elle peut réapparaître sous une autre forme plus serrée comme un trémolo. Une troisième figure plus statique, un seul son répété avec variation des harmoniques, qui en viendra à périodiser le discours en se glissant au milieu d'un autre. Ainsi, la notion de polyphonie développée par Berio permet de reconnaître successivement les figures rapides, les notes répétées et le trémolo, comme dans un relais entre plusieurs saxophones, chacun dédié à une figure. Aux figures déjà connues s'ajouteront bientôt le tri, autre forme d'oscillation plus nerveuse sur 2 sons, et surtout un son aigu qui correspond au point maximal de tension de tout le discours de la sequenza. À partir de ce passage, la présence de plus en plus insistante de ce son aigu, comme s'il était doué d'un pouvoir d'aimantation, contribuera à figer les différentes séquences harmoniques alentour et conduira rapidement à un épuisement de la matière mélodique dans la coda. Dans la séquence pour flûte, c'est évident, c'était les changements rapides de tout le caractère, de toute la morphologie de l'œuvre qui suggérait cette instabilité constante, cette complexité aussi d'articulation. Tout ça un peu resté dans la séquence pour le saxophone dans ce moment. Alors il y a des choses qui restent et des choses qui bougent continuellement. Tandis qu'autour, le contexte change. Disons que le signal de tout ça, d'une façon très évidente, c'est vers la fin. Quand il y a cette cri, disons, sur le la bémol aigu, qui est là, qui reste, qui revient. Du point de vue technique, effectivement, vers la fin, on peut être un peu plus souple
avec la gorge qui reste un petit peu coincée dans le grave, je dirais. C'est-à-dire que tu ne penses pas assez au son aigu. Mais sinon, l'énergie est tout à fait bonne. C'est tout à fait bien. Là, tu dépenses beaucoup d'énergie. Peut-être que ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est une énergie plus en ouverture qu'il faudrait avoir, plutôt qu'une énergie frontale. Hein. Imagine une situation d'opéra où on est au climax de l'opéra, au point. Un chanteur qui chante vraiment fort à l'aigu, imagine un ténor ou une soprano, on ne les imagine pas forcés. Hein. En tout cas, peut-être essayer de donner l'impression que ça pourrait être encore plus fort. On joue très fort, bien sûr, on joue très... C'est très volumineux comme son, très, très ample, mais qu'au fond, on n'est pas à la limite. Ça m'intéresse de développer un discours musical où chacun dit sa propre raison d'être, mais qui ne colle nécessairement pas avec celle des autres. Et une espèce de polyphonie comment on peut dire, d'expression, qui est je pense que dans la polyphonie véritable est toujours là, même dans la musique du 15e, 16e siècle. Le respect pour identités différentes. On peut aller dans la politique ici, si vous voulez. Mais c'est une chose fondamentale pour moi, de respecter les identités des différentes forces musicales. Alors, un saxophone alto et l'orchestre, ils s'entendent évidemment musicalement, mais il peut arriver très souvent qu'il y ait des choses différentes, comme le cas des récits. Thank you.